Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous faire un petit passage, un petit bonjour en ce vendredi matin pour voilà, introduire ce troisième webinaire Orcom du nom pour ce qui est de l'année 2023. Aujourd'hui, c'est sur la thématique du contrôle interne et j'espère et même je suis sûr que vous allez apprendre pas mal de choses constructives pour vous aider dans vos activités. Voilà, on essaye au fur et à mesure de vous proposer de la matière à travers des webinaires. Au courant de l'été, on a eu effectivement des webinaires avec CNFPT d'une part, et puis après un webinaire plus récemment sur Soltea. Le prochain webinaire à vous proposer, c'est une petite revoyure avec EVS en voiture Simone, qui est une structure qui propose un accès à des permis de conduire, à des tarifs et des conditions intéressantes pour vos apprenants. Ça sera le 18 octobre. Et d'ici là, je vous informerai sur pas mal d'autres nouveautés, nouveaux séminaires, nouvelles possibilités à venir, bien entendu. Après, l'actualité pour cette fin d'année, bien entendu, c'est le congrès. Et je voulais vous dire, voilà, ce matin, vous repréciser que l'ouverture des inscriptions va bientôt se faire. Si tout se passe bien au niveau technique avec le prestataire, c'est dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse avec le sujet du jour très intéressant et avec Aurélie. Je vous souhaite à tous et tous une excellente journée et une belle fin de semaine puisque le moment s'y prête. À très bientôt. Merci Alban. Merci à vous. Vous devez voir correctement la présentation et également moi-même. Donc, je me présente pour ceux qui n'étaient pas présents au précédent webinaire. Donc, je suis Aurélie Pinsard, je suis expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Orcom et j'ai le plaisir d'avoir animé ce cycle de 3 webinaires. Donc là, on est au dernier. On a vu au mois de mars tout ce qui concernait la remontée des données analytiques à France Compétences. Puis au mois de mai, on a parlé de la façon de piloter sa trésorerie et des outils qu'on pouvait utiliser pour le faire. Et aujourd'hui, on rentre dans le sujet du contrôle interne qui vient garantir la fiabilité de l'information financière et fiabilité de l'information financière qui vous permet d'établir des comptes annuels qui ensuite sont certifiés par les commissaires aux comptes. Voilà, donc aujourd'hui, j'interviens avec ma casquette conseil et également de mon point de vue commissaire aux comptes de vos organismes, de vos CFA. Pour aujourd'hui, je vous propose de décomposer ce temps en 5 étapes. Vous représentez Orcom, présenter un petit peu ce qu'est le contrôle interne, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on connaît très bien, mais au final, qu'est-ce qu'on y met derrière? Comment on vient déployer un dispositif de maîtrise des risques, donc comment déployer un contrôle interne dans vos structures. Un point sur votre système d'information qui est très important dans la gestion de vos données notamment. Et puis, je vais vous donner un peu les coulisses de ce que nous, commissaires aux comptes, on vient contrôler dans vos organisations et sur vos états financiers et votre système d'information. Voilà. Orcom en quelques mots et surtout en quelques chiffres. Orcom, c'est 1230 collaborateurs, donc on est en constante évolution, on se développe régulièrement, piloté par 74 associés. Nous sommes implantés sur 44 sites en France, mais également à l'international. Ça défile trop vite. Nous conseillons environ 20 000 clients et nous avons des valeurs humaines assez fortes, des valeurs que nous appliquons avec nos clients, mais également en interne, entre collaborateurs, entre nous, tout ce qui est réactivité, attention, sécurité, solidarité. Je suis désolée, le diaporama, il défile un peu vite, mais après, normalement, ça devrait être mieux. Je vous parlais de 44 implantations, donc vous voyez où on est implanté, donc surtout en région parisienne, région Centre-Val de Loire, la Bretagne. On descend un petit peu dans le sud, dans l'est et dans le nord, en sachant que là, ce sont nos implantations de cabinets, mais nous sommes tous mobiles. Je conseille des clients dans le sud, par exemple, et je m'y déplace sans aucun souci. Notre groupe, c'est 5 marques Orcom, notre marque classique, j'ai envie de dire, sur l'expertise comptable, l'audit et le conseil. Actif fort sur tout ce qui concerne les ressources humaines, le recrutement, la formation. Stratorial, ça va être plus sur le secteur public. H3P sur le conseil en financement, la restructuration financière, quand il y a des clients qui viennent nous voir
avec des projets très importants, H3P vient les accompagner dans la façon de faire les montages financiers, par exemple. Et on a notre cabinet d'avocats, Orva, qui est spécialisé en droit des affaires, droit commercial et droit social. Voilà. Sur Orcom et notre marque fondatrice classique, donc on fait de l'expertise comptable et du conseil, de l'audit, que ce soit de l'audit légal, mais aussi de l'audit contractuel, de l'audit organisationnel, de l'audit IT. Et on travaille aussi pas mal sur le conseil en droit des sociétés. Donc, sur toutes nos spécificités, on a des consultants spécialisés, on a des gestionnaires de paye, des personnes qui sont spécifiques sur le droit social, par exemple. On vient aider le dirigeant à chaque moment clé de son entreprise. On accompagne à la création jusqu'au recrutement des premiers salariés, quand on souhaite se séparer d'un salarié, par exemple, ou à la sortie, quand on souhaite vendre son entreprise. On est là aussi pour vous accompagner. On développe différents conseils en lien avec l'actualité. Par exemple, là, on développe une offre, tout ce qui est RSE, diagnostic RSE, accompagnement à la mise en œuvre d'une politique RSE dans vos structures. Et puis, on conseille également le dirigeant sur sa gestion de patrimoine et la gestion privée. Chez Orcom, on est organisé en pôle de compétences. Vous le voyez là, on a réinscrit nos 8 pôles de compétences, secteur public, médico-social, et le pôle qui nous intéresse avec le pôle formation et apprentissage, un pôle qui a 25 ans, une équipe dédiée à ce pôle, environ une dizaine d'associés travaillent sur ce pôle, donc moi, Aurélie Pinsard, et Estelle Collet aussi, qui est un associé historique sur le pôle formation et apprentissage. On a un directeur de mission qui travaille exclusivement sur les dossiers du secteur, Xavier Boutard, et une quarantaine de collaborateurs dans notre équipe. Nous sommes un partenaire historique de la FNADIR, nous assistons au congrès, nous sommes là aussi à la JNUE et nous avons fait différentes études en lien avec la FNADIR, par exemple sur l'impact sur la crise sanitaire, par exemple, ou l'évolution des niveaux de prise en charge. On a beaucoup œuvré lors de la mise en œuvre de la loi du 5 septembre 2018, que ce soit pour accompagner différentes branches ou même pour échanger avec France Compétences au moment de la mise en œuvre, par exemple, du fichier de remontée des données analytiques. Je ne vais pas vous refaire une lecture exhaustive de ce qu'on sait faire, mais vous en avez ici un beau panorama. On vous accompagne dans la maîtrise de vos risques, dans votre organisation comptable, fiscale et sociale, bien entendu. On vous accompagne sur le plan juridique et financier, sur la rédaction de conventions, la rédaction de statuts, sur les opérations de restructuration, par exemple. Et puis, on a tout le volet audit, que ce soit le volet audit légal quand nous sommes commissaires aux comptes, ou de l'audit davantage contractuel avec de l'audit organisationnel, voir comment vous êtes organisé, les recommandations qu'on peut vous apporter, et puis de l'audit IT, de l'audit des systèmes d'information également. Nous avons une équipe dédiée sur l'audit IT parce que c'est quand même un domaine très spécifique et nous, experts comptables et commissaires aux comptes, nous ne sommes pas forcément compétents pour faire ces audits IT, donc nous avons une équipe spécifique. Nous adoptons une communication adaptée à vos structures sur le pôle formation apprentissage. Là, vous avez une vision de notre dernière plaquette où nous parlions de la structuration des nouveaux modèles économiques dans les CFA. Et puis, nous sommes également partenaires dans diverses publications sur l'apprentissage. Donc là, on vous a mis un petit panorama des articles que nous avons pu écrire. Et nous sommes également un centre de formation. Nous avons notre centre, notre CFA d'entreprise, l'école Orcom, que nous avons créé en 2020. Nous sommes fiers car c'est le premier CFA de la profession comptable. Nous sommes un CFA hors les murs où nous travaillons avec des partenaires pédagogiques et nous avons 22 apprentis à aujourd'hui. Et justement, notre engagement auprès des jeunes, ce n'est pas uniquement les former ici et puis ouvrir un CFA, c'est également la Fondation Orcom qui va venir apporter son soutien à des projets innovants en faveur de la jeunesse. C'est vraiment notre credo en faveur de la jeunesse sur des domaines d'intervention différents, que ce soit par exemple la culture, l'environnement ou le social.
Voilà pour ce petit panorama d'Orcom et de notre pôle formation et apprentissage et de pourquoi nous connaissons bien vos structures et pourquoi je suis ici aujourd'hui en face de vous pour vous parler du contrôle interne. Donc, sur ce contrôle interne, d'abord un petit panorama de ce que c'est. Donc, bien entendu, il existe une interaction évidente en fait entre le déploiement du contrôle interne dans vos structures et la fiabilisation de vos données financières des états financiers et derrière la certification des comptes par votre commissaire aux comptes. Parce que les mesures de contrôle interne que vous allez mettre en place vont vous permettre d'aboutir à une information financière qui est exhaustive. Toutes les informations sont dans les comptes, fiables, réelles, évaluées pour les bons montants et imputées dans les bons comptes. Cette identification des flux financiers, elle est indispensable pour vous pour maîtriser l'information que vous présentez dans vos comptes annuels, mais également dans la remontée de vos données analytiques à France Compétences ou dans le BPF par exemple. Et puis, développer le contrôle interne, rédiger les procédures va permettre de gagner en efficacité de pilotage, de disposer d'indicateurs qui seront fiables, donc vous saurez qu'ils sont fiables, et de sécuriser votre organisation. Le commissaire aux comptes, lui, va s'intéresser aux procédures qui sont mises en œuvre, qu'elles soient informatisées ou manuelles, qui vont permettre d'initier, d'enregistrer et traiter les informations qui ont un caractère significatif pour les comptes. Et puis, comment les procédures vous permettent de traiter des événements ponctuels, des événements exceptionnels. Sur les 2 slides suivantes, j'ai voulu définir ce qu'est le contrôle interne et quels sont ses rôles. Donc, c'est un processus qui est conçu, mis en place et supervisé pour vous permettre de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de certains objectifs. Des objectifs, c'est-à-dire une information financière fiable et des opérations efficaces et efficientes qui sont bien sûr conformes aux textes légaux et réglementaires. Donc là, on parle de contrôle interne, mais on peut aussi parler de maîtrise, parce que le contrôle, c'est une composante d'une démarche de maîtrise des risques. L'expression de maîtrise des risques, elle va venir exprimer l'idée que le contrôle interne est une démarche d'analyse, d'organisation et de pilotage. Au niveau de la définition du contrôle interne par l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, c'est un dispositif défini et mis en œuvre sous la responsabilité de l'entité qui comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d'actions qui sont toujours adaptés aux caractéristiques propres de chaque entité, à ses risques. Et ce dispositif va contribuer à la maîtrise de ses activités, à l'efficacité de ses opérations et à l'utilisation efficiente de ses ressources. Ce dispositif doit prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, que ce soit des risques opérationnels, financiers ou de conformité. Et justement, ce dispositif de contrôle interne va vous assurer la conformité aux lois et règlements, l'application des instructions et des orientations qui ont été fixées par la direction de l'entité, le bon fonctionnement des processus internes et puis la fiabilité des informations financières. Le périmètre de contrôle interne dont on va parler, qui donc définit la fiabilité de l'information financière, il va englober l'ensemble du processus, depuis le service qui est responsable de l'acte initial jusqu'au comptable qui enregistre l'opération en comptabilité et donc dans les comptes annuels. Par exemple, en termes d'acte initial qui a un impact dans les comptes annuels, on peut parler de la création de l'apprenti, de l'apprenant ou du groupe de formation dans l'outil de gestion. La manière dont l'apprenti est créé dans l'outil de gestion va avoir un impact sur la facturation et donc la facturation sur le chiffre d'affaires et donc sur votre résultat dans vos états financiers. Donc là, on parle le contrôle interne, le processus, il doit vraiment aller de l'acte initial jusqu'à l'objectif que l'on souhaite. Donc même si on parle comptabilité et finance, ça concerne également les personnes qui enregistrent les contrats dans l'outil de gestion.
Donc, au niveau des composantes du contrôle interne, on parle d'environnement de contrôle, des risques qui sont identifiés et donc les moyens mis en place pour les identifier, les procédures de contrôle interne que vous mettez en place, les moyens pour vous assurer que les procédures sont correctement appliquées et qu'elles sont pertinentes, et puis votre système d'information qui est relatif à l'élaboration d'informations financières. Un point très important dans le contrôle interne, ça va être la séparation des fonctions, la séparation des tâches, qui est une mesure de contrôle interne fondamentale et essentielle, mais qui peut être difficile à appliquer. Pourtant, elle permet de veiller à éviter les erreurs, à détecter les erreurs ou les irrégularités dans les temps, dans le cadre de l'activité courante de l'entreprise. Là, vous avez 3 différents types de fonctions, l'engagement, le traitement et le contrôle, qui idéalement doivent être assurés par 3 personnes différentes. Ces 3 fonctions sont incompatibles parce que si elles sont assumées par la même personne, en fait, elles vont mettre cette personne en position de pouvoir commettre une fraude ou une erreur et de la dissimuler. Une même personne ne doit pas avoir pour fonction d'autoriser les opérations, de les enregistrer et de les payer. Et puis, si une même personne fait l'ensemble des opérations, il n'y a pas de contrôle de ces opérations par une personne externe, peut-être juste de l'autocontrôle, mais l'autocontrôle, ce n'est pas suffisant. Je disais que c'était cette séparation des fonctions et des tâches, elle peut être compliquée à mettre en œuvre en termes de ressources humaines. Vous n'avez peut-être pas les ressources humaines suffisantes pour effectuer cette correcte séparation des fonctions, donc il faut mettre d'autres types de contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude ou d'erreur liée à une séparation des tâches qui ne serait pas respectée. Donc voilà un petit peu pour la définition du contrôle interne. Et donc là, en termes de déploiement d'un dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers, dans le cadre d'un dispositif de contrôle interne, un déploiement de ce type, s'il part de zéro, il doit être nécessairement progressif et respecter certaines phases. Ça doit être une démarche en différentes phases. Donc toujours la première phase que l'on connaît, c'est analyse et diagnostic de l'organisation. Nous, quand on effectue des audits organisationnels, on utilise souvent la première phase. Qui fait quoi dans l'organisation? Quels sont les processus de gestion administratifs, comptables et financiers? Quelle est la documentation attachée à la mise en œuvre de ces processus? Quels sont les documents que vous utilisez? Quelles sont les procédures qui sont déjà écrites? Et puis, tout ceci compose un audit organisationnel. En fait. Ensuite, dans ce déploiement d'un dispositif de maîtrise des risques, après le diagnostic, on élabore un plan d'action, on définit des priorités, sur quel processus en priorité il faut mettre du contrôle interne, on vient formaliser la démarche, bien sûr, on communique auprès des collaborateurs qui sont concernés, quelle que soit leur fonction et quel que soit leur niveau hiérarchique. Et une fois qu'on a mis en place ce dispositif de maîtrise des risques, il faut toujours le faire évoluer en fonction de l'évolution de l'organisation, en fonction de l'évolution des salariés. Et puis, il faut appliquer des mesures correctives si on s'aperçoit que les actions qui sont mises en place ne sont pas pertinentes ou ne le sont plus au vu de l'évolution de la structure. Et bien entendu, si vous mettez en place un dispositif de maîtrise des risques, il faut emporter l'adhésion de l'ensemble des acteurs de ce dispositif. Ces phases, vous les avez sous forme de schéma sur cette diapositive. Donc, on définit les objectifs, les missions, on identifie les risques. On en parlera tout à l'heure des risques qu'il peut y avoir dans vos organisations. On identifie les moyens, les priorités, les acteurs, les points de contrôle, le mode opératoire, et puis on fait un petit retour en arrière. Si on s'aperçoit que les actions ne sont pas pertinentes, on vient modifier les choix qu'on a pu effectuer. Je parlais de processus tout à l'heure. Par exemple, en termes de processus à insérer dans votre dispositif de maîtrise des risques, le processus de création d'un apprenti. On a vu que c'était l'acte initial dans l'outil de gestion. Comment l'apprenti est créé? Par qui il est créé? Comment on s'assure qu'on a utilisé la bonne version du CERFA? Comment on s'assure que le CERFA est complet? Qui contrôle?
Comment on s'assure que les documents ont bien été transmis aux OPCO? Quelles sont les modalités de transmission aux OPCO? Le processus de tarification, par exemple, si vous faites 2 activités que l'apprentissage, comment on calcule les tarifs? Qui les calcule? Est-ce que c'est cohérent avec les charges qui sont en face? Comment sont-ils mis à jour? Comment sont-ils intégrés dans l'outil? Comment sont-ils mis à jour dans l'outil? Et qui contrôle les tarifs qui sont intégrés dans l'outil, par exemple? En termes de facturation, pareil, le processus de facturation, il doit bien être identifié. Qui recueille les sollicitations? Qui établit les devis? Comment sont-ils établis? Est-ce que sur le devis, il y a bien toutes les informations réglementaires? Pareil, dans les CGV, dans les conditions générales de vente, est-ce qu'elles sont conformes? Qui s'assure de leur conformité? Comment s'est-on assuré de leur conformité? Au niveau des conventions, la facturation, idem. Est-ce qu'on est sûr que sur les factures, il y a bien toutes les mentions réglementaires? Quelles sont les modalités de règlement et quel est le circuit de relance? À partir de combien de temps on relance une facture impayée? Par quels moyens? Qui le fait? Et que se passe-t-il si le client ne paye toujours pas? Au niveau de la facturation des contrats d'apprentissage, comment on rentre le MPEG, par exemple, dans l'outil de gestion? Comment on vient contrôler l'échéancier par rapport à l'échéancier de l'OPCO? Comment la facture est transmise aux OPCO? Comment s'assure-t-on qu'on a bien encaissé la facture? Quel est le pointage qui est fait? En fait, tous ces processus, la tarification, facturation, création d'un apprenti, in fine, ils vont avoir un impact dans les comptes. L'information financière de ces processus va avoir un impact dans les comptes. Donc voilà les questions à se poser que j'ai indiquées sur la droite. Qui, quand, quoi, comment? Quels sont les contrôles effectués durant ces processus? Attention, comment sont-ils matérialisés? Vous avez sûrement mis en place des contrôles. Il y a sûrement un responsable qui vient contrôler le travail d'un collaborateur, mais souvent ces contrôles ne sont pas matérialisés. Donc, pour un commissaire aux comptes, si vous dites oui, on effectue des contrôles, mais on ne les matérialise pas, pour nous, c'est comme s'ils n'existaient pas en fait. S'ils ne sont pas matérialisés, ils n'existent pas. Et puis, qui a les habilitations et les compétences pour intervenir dans ces processus? Et si la personne qui a les compétences s'absente, qui peut la remplacer? Donc voilà des exemples de processus dans vos organisations. Et puis là, en termes de processus, on peut aussi se caler sur la vie d'un contrat, sur les étapes de vie d'un contrat. La création de la fiche apprenti, la transmission des informations locaux. Est-ce que vous pouvez bien transmettre de façon dématérialisée ou est-ce qu'avec certains OPCO, ça ne fonctionne pas et il faut transmettre des informations par mail? Dans ces cas-là, comment on s'assure que les mails sont bien reçus? L'étape de facturation, d'encaissement, mise à jour du contrat, important. Est-ce que vous avez bien toutes les informations des ruptures? Est-ce que l'information de la rupture vous remonte dans les temps? Comment la déclaration de la rupture est-elle faite? Et puis, la facturation que vous générez dans votre outil de gestion, comment vous l'intégrez en comptabilité? Comment vous vous assurez que vous avez intégré l'exhaustivité de la facturation? Comment vous vous assurez que ce sont dans les bons comptes que la facturation est intégrée? En termes de processus, attention également si vous êtes un CFA qui travaille avec des partenaires pédagogiques avec lesquels vous avez conclu des conventions financières. Il faut toujours avoir un œil sur ces conventions financières. Est-ce qu'elles sont toujours valides? Est-ce que la date d'application est toujours conforme? Est-ce que les modalités financières sont bien appliquées? Les responsabilités sont-elles bien identifiées? Souvent, il y a des outils de reporting qui sont prévus dans les conventions. Est-ce que vous recevez bien les informations que vous demandez à vos partenaires pédagogiques dans les temps pour vous, derrière, vous permettre de faire vos tableaux de bord, vos éventuels reversements? Et en cas de partenaire pédagogique, le partenaire pédagogique peut également avoir un accès à votre outil de gestion. Vous pouvez avoir un compte, si vous travaillez sur Hyper.io, il peut y avoir des comptes Hyper.io qui sont ouverts à vos partenaires pédagogiques. Comment vous vous assurez des habilitations? Comment vous vous assurez que les tiers qui utilisent l'outil de gestion sont bien formés? Est-ce que des contrôles sont effectués chez eux pour savoir si la saisie est correcte? Est-ce que vous effectuez un contrôle sur leur saisie? Parce que si leur saisie est incorrecte, vous, ça va vous impacter derrière. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une procédure entre vous et le tiers?
Donc là, on parle de dispositifs de maîtrise des risques grâce, donc on identifie les processus et dans ces processus et plus globalement, on parle de risques. Quels peuvent être les risques comptables et financiers? Donc là, pareil, je vous ai indiqué des exemples de risques que l'on peut rencontrer dans vos structures. Premier risque qu'on rencontre, c'est sur l'exhaustivité de la base de données. Nous, on vient faire une extraction de votre base de données de l'ensemble des contrats. Comment vous pouvez m'assurer que la base de données est exhaustive? Et derrière, comment vous pouvez m'assurer que la facturation est exhaustive et donc que le chiffre d'affaires qui est en comptabilité est correct? Donc, ça emporte des risques sur la qualification du chiffre d'affaires à la clôture des comptes. Par exemple, si la base NPEC n'est pas à jour dans l'outil de gestion, ça vient impacter le chiffre d'affaires dans les comptes. Si les accords de prise en charge sont reçus tardivement, ça veut dire que la base de données n'est peut-être pas à jour et donc qu'il manque du chiffre d'affaires. Pareil, s'il y a un retard dans la facturation. Qui dit retard dans la facturation dit risque pour vous au niveau de votre trésorerie. Idem, ce risque au niveau de la trésorerie peut être lié également à l'absence de relance. Si vous n'arrivez pas, si vous ne parvenez pas, si vous n'avez pas mis en place des procédures pour pointer les encaissements, peut-être que derrière, vous ne pouvez pas mettre en œuvre les relances adéquates. Et donc, ça va bien impacter votre niveau de trésorerie. Qui dit impact du niveau de trésorerie dit peut-être difficulté à reverser à vos partenaires. Donc, cela vient dégrader vos relations avec eux. Après, en cas de dossier incomplet dans l'outil de gestion, il peut y avoir un rejet du contrat d'apprentissage par l'OPCO ou si le dossier n'est pas conforme. Et si vous n'avez pas, tout à l'heure on parlait de rupture, si vous n'avez pas l'information de la rupture du contrat, peut-être qu'il va y avoir de la facturation qui va être émise à tort, et donc un risque toujours sur la qualification des chiffres d'affaires. L'ensemble de ces risques, vous pouvez les matérialiser dans ce qu'on appelle une cartographie des risques. Cette cartographie des risques, elle va être utilisée comme base à la définition de votre plan d'action. Et les risques, ils vont être classés selon leur probabilité et leur impact. Là, c'est un exemple de cartographie des risques. On peut distinguer deux risques, les risques inhérents qui sont liés à votre activité. Par exemple, vous, dans votre activité, en termes d'évolution réglementaire, en termes d'évolution des niveaux de prise en charge, il peut y avoir un risque sur la mise à jour des NPEC dans votre outil de gestion. Et puis, au-delà du risque inhérent, on a le risque résiduel. Donc, c'est le risque qui va subsister après la mise en œuvre de votre dispositif de maîtrise des risques. Normalement, vous avez mis en œuvre des procédures pour mettre à jour ce niveau de prise en charge. Si la procédure n'est pas correctement appliquée, n'est pas correctement contrôlée, le risque résiduel, ce serait que le NPEC n'est pas à jour. Donc, un risque va se caractériser par sa probabilité de survenance et par son impact s'il se réalise. Par exemple, si ma base de données des contrats n'est pas exhaustive, l'impact va être très fort au niveau de la qualification du chiffre d'affaires. Les risques doivent être hiérarchisés et des éléments de maîtrise de ces risques doivent être définis en face. Dans notre dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers, bien entendu, il y a une documentation qui vient encadrer cette mise en place. Donc, j'ai beaucoup parlé de procédures, vos procédures de contrôle interne. La direction doit donner des directives pour réduire les risques qu'elle a identifiés et s'assurer de leur application via des politiques et des contrôles. La formalisation de votre dispositif de maîtrise des risques est indispensable. En fait, cette formalisation, elle va venir prouver le caractère permanent et réel de votre dispositif de contrôle interne. Et la réalisation des opérations qui ont un impact sur les comptes doit être tracée. Tout à l'heure, on parlait de l'acte initial de création d'un contrat jusqu'à la saisie des écritures de chiffre d'affaires en comptabilité. Toutes ces opérations doivent être tracées. Et cette traçabilité doit reposer sur un système de preuves qui doit permettre de répondre aux questions suivantes. Qui a réalisé l'opération? À quelle date? Selon quelle modalité? Cette opération a-t-elle bien été réalisée? Cette opération a-t-elle été contrôlée? Et tout ça, on va retrouver dans les procédures de contrôle interne.
Donc, vous pouvez mettre en place un manuel de procédure, par exemple. Au-delà de procédure, vous pouvez également faire un organigramme fonctionnel. Ça, je trouve que c'est un outil qui est vraiment indispensable. Cet organigramme fonctionnel va vous permettre d'identifier la répartition des missions par acteur avec une dimension de suppléance. Voilà, c'est telle personne qui effectue telle tâche dans tel processus. Si la personne est absente, qui peut la remplacer? Là, les organigrammes fonctionnels, vous pouvez les faire sous forme de schéma ou même dans un fichier Excel. Et attention à bien le mettre à jour à chaque mouvement de personnel. Donc, procédure, organigramme fonctionnel et puis l'incontournable logigramme pour les processus que vous avez identifiés. Un logigramme va venir identifier l'auteur de la tâche, les différentes étapes avec une histoire de circuit. Et puis, nous, on rajoute toujours une colonne commentaire pour expliciter le logigramme. Par exemple, là, le logigramme dont je vous ai mis une petite capture d'écran, c'est sur le process de saisie des contrats sous Hyper.io. Là, on a voulu comprendre quelles étaient les différentes étapes, à quel moment elles étaient faites. Et dans la constitution d'un logigramme, vous pouvez utiliser des formes de cartouches différentes en fonction des types de tâches. Et vous le voyez, on utilise des flèches pour bien identifier le circuit. Donc là, c'était sur le process de saisie des contrats. Là, je vous ai mis également un exemple sur le process de mise à jour du dossier en cas de rupture. Donc, comment on obtient l'information? Qui établit les différents formulaires? Là, c'est vraiment le logigramme simplifié. Mais il faut intégrer un maximum d'informations. Voilà un petit peu sur la documentation que vous devez mettre en place quand vous déployez un dispositif de maîtrise des risques. Donc, bien faire un état des lieux de votre structure, des risques. Même si vous travaillez tous sur le même secteur d'activité, vous n'aurez pas tous les mêmes risques. En fonction de votre organisation, en fonction de avec qui vous travaillez, vous n'aurez pas les mêmes risques. En introduction, je vous ai parlé du système d'information qui est très important et sur lequel les commissaires aux comptes s'attardent. Pour pouvoir bien prendre connaissance de votre système d'information, on va venir vous demander une cartographie applicative de votre système d'information. Même pour vous en interne, elle est utile au final. Là, vous avez un exemple de cartographie applicative simplifiée. En fait, la cartographie vient recenser les applications que vous utilisez, les interfaces entre ces applications, les éventuels prestataires, les éventuels accrochages locaux, par exemple. Donc, elle vient vraiment recenser tout ce que vous utilisez pour l'information financière et les flux entre ces différentes applications. Là, vous voyez, on avait l'application, on avait l'outil de gestion Hyper.io, l'outil qui nous permettait de gérer les charges et les immobilisations, l'outil de paye, et comment tout ça s'intègre dans le logiciel comptable. Et en termes de mode de déversement, il faut que vous puissiez identifier si c'est du déversement automatique, semi-automatique ou manuel. Bien entendu, une opération manuelle va être susceptible de générer un risque d'erreur ou de fraude plus important, et un déversement semi-automatique emporte un risque d'altération des données. Si vous faites une extraction Excel d'un logiciel pour l'intégrer dans un autre logiciel, forcément, il y a un risque de modification des fichiers par erreur ou non, lorsque le déversement est semi-automatique. Votre système d'information, votre outil de gestion est hyper important dans votre contrôle interne parce que le système d'information peut vous permettre d'avoir des contrôles embarqués dans les applications. Il faut que vous puissiez avoir une idée très précise des contrôles embarqués. Par exemple, dans votre outil de gestion des contrats, est-ce que vous pouvez saisir 2 fois le même contrat? Ou est-ce que l'outil de gestion va vous faire une alerte? Est-ce que vous pouvez forcer le montant du NPEC qui s'est intégré automatiquement?
Est-ce que vous pouvez indiquer une date de rupture du contrat qui serait antérieure à la date de formation ou à la date de facturation? Est-ce que dans l'outil comptable, vous pouvez supprimer une facture, annuler une facture? Est-ce que vous pouvez importer plusieurs fois le même fichier avec les mêmes données? Est-ce que, voilà, ça, ce sont des contrôles embarqués que l'application, ce sont des tâches que l'application devrait vous interdire, entre guillemets. Donc ça, il faut vraiment que vous ayez une bonne vision de ces contrôles embarqués qui participent au contrôle interne. Au niveau des traitements automatisés, il faut que vous puissiez contrôler leur exactitude, leur exhaustivité et la rapidité de ces traitements informatisés. Par exemple, si la facturation s'incrémente automatiquement dans le logiciel comptable, il faut que vous puissiez faire un rapprochement à intervalles réguliers entre la facturation qui est dans votre outil de gestion et la facturation qui est en comptabilité. Au niveau des données de leur sauvegarde et plus généralement de la gestion de votre infrastructure, il faut que vous ayez des procédures de sauvegarde et de restauration des données. Ces procédures, elles doivent indiquer les modalités des sauvegardes, leur fréquence, leur contenu, le recensement des supports de sauvegarde et encore les modalités de stockage. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur les sauvegardes des serveurs informatiques? Cette politique de sauvegarde et de restauration des données, elle doit vraiment être formalisée afin de s'assurer que les données qui sont nécessaires à la constitution de l'information financière peuvent être récupérées en cas de problème. Au niveau de votre infrastructure, si vous avez des serveurs à l'extérieur de votre entité, est-ce que vous êtes assuré des conditions de garantie et de maintenance du prestataire? S'il y a une panne de l'infrastructure, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre activité va s'interrompre complètement ou non? Et puis, au niveau de la qualité de votre base de données, est-ce qu'elle est exhaustive? Est-ce qu'elle est exacte? Petit point d'attention, des fois, ce que l'on rencontre, c'est que dans l'outil de gestion, vous avez pu générer de la facturation test qui n'est ensuite pas supprimée dans l'outil de gestion. Et après, quand vous faites le déversement facturation de l'outil de gestion vers la comptabilité, eh bien, on a également cette facturation de test qui vient polluer le chiffre d'affaires et donc votre résultat. Est-ce que les écritures d'intégration en comptabilité sont correctement paramétrées? Est-ce que les déversements se font automatiquement ou pas? Et toujours du point de vue de sauvegarde et gestion d'infrastructure, il faut que vous ayez mis en place aussi un plan de continuité d'activité et un plan de reprise d'activité. Donc le plan de continuité d'activité, il va avoir pour but de garantir la survie de l'entité en cas de sinistre important touchant le système informatique. C'est comment vous allez pouvoir redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le minimum de perte de données. Et le plan de reprise d'activité, c'est un ensemble de procédures qui sont techniques, organisationnelles et de sécurité, qui vont permettre à une entité de prévoir par anticipation des mécanismes pour reconstruire et remettre en route un système d'information en cas de sinistre important ou d'incident critique. Ces points sur les systèmes d'information, nous les avons intégrés dans nos contrôles organisationnels, dans notre audit légal. Nous avons un questionnaire de prise de connaissance générale de l'environnement du système d'information d'entité. Et en cas de besoin, nous avons notre équipe d'audit IT qui peut intervenir sur ces points-là. Autre point important, bien sûr, les habilitations, que ce soit sur l'Active Directory. Donc, l'Active Directory va permettre aux utilisateurs de se connecter à leur session Windows depuis n'importe quel poste, pas forcément depuis le leur. Donc là, l'authentification, elle est gérée au niveau de l'entité et non au niveau d'un ordinateur. Et est-ce que les habilitations sur l'ensemble des applications qui sont utilisées sont correctes? Il faut avoir une liste des comptes existants à la fois sur l'Active Directory et sur les applications utilisées, sur les logiciels de facturation, de gestion, logiciels comptables, sur qui peut accéder également à l'interface Internet de l'établissement bancaire. Il faut faire un recensement de ces listes de comptes. Il faut que vous puissiez écrire une procédure de suppression des comptes en cas de départ d'un salarié. Et puis se poser la question, est-ce que les habilitations sont conformes aux attributions et délégations de chacun? En termes de saisie, de consultation, de validation, de paramétrage, est-ce qu'une personne qui saisit un RIB, qui crée un nouveau RIB dans l'outil, peut ensuite le modifier
ou est-ce que c'est 2 personnes différentes? Et puis, il faut faire attention à tout ce qui est compte administrateur ou compte générique. Les comptes génériques sans nomination, donc on ne sait pas qui a fait l'opération derrière, et puis les comptes administrateurs avec les super pouvoirs. En termes de système d'information, attention aussi à la complexité des mots de passe qui est utilisée. Là, vous avez une vision de en combien de temps votre mot de passe est-il forcé par un hacker en fonction de votre nombre de caractères et de ce que compose votre mot de passe. Si vous avez un mot de passe à 4 chiffres, le hacker, il vous le force tout de suite. Par contre, si vous avez un mot de passe avec 18 caractères qui comprennent chiffres, majuscules, minuscules et symboles, là, le hacker aura beaucoup plus de difficultés à forcer un mot de passe. Donc, sur le système d'information, attention aux habilitations, à la complexité des mots de passe, à votre infrastructure et surtout à la gestion de vos données et à la gestion des sauvegardes de vos données. C'est complètement quelque chose qui fait partie du dispositif de maîtrise des risques et du contrôle interne. Maintenant que je vous ai fait un petit panorama du contrôle interne et de quoi mettre en place pour ce dispositif de maîtrise des risques, nous, en tant que commissaire aux comptes, quelle est notre mission sur ce point-là? Donc, notre rôle, quelle que soit la taille de l'entité, c'est de prendre connaissance du contrôle interne existant. Et en fonction de ce contrôle interne, nos contrôles à nous vont être adaptés. Et cette prise de connaissance du contrôle interne, elle passe majoritairement par des entretiens avec les acteurs au sein de vos entités et puis par la prise de connaissance de la différente documentation. Sur l'analyse du contrôle interne, on va venir prendre connaissance des éléments qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes. Donc, on prend connaissance de l'environnement de contrôle, des moyens que vous avez mis en place pour identifier les risques liés à votre activité, leur incidence sur les comptes et les actions mises en œuvre pour répondre à ces risques. Les procédures de contrôle interne en place et les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne. Et puis, comme je vous disais, le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. Là, vous avez un schéma de comment le commissaire aux comptes procède pour prendre connaissance du contrôle interne. Il va venir apprécier les contrôles, définir la possibilité de s'appuyer ou non sur ces contrôles, et en fonction de cette possibilité, lui, il va effectuer des risques, il va effectuer des contrôles différents selon les risques. Parce que notre opinion, elle est fondée, notre opinion, on certifie des comptes ou non, elle est fondée sur l'absence d'anomalies significatives dans les comptes. Est-ce que le service comptable a enregistré les opérations d'exercice en conformité avec les règles comptables? Est-ce que les opérations de clôture respectent les règles d'évaluation et de séparation des exercices? Par exemple, dans les opérations de clôture comptable, il va y avoir tout ce qui est qualification du chiffre d'affaires. Vous le savez, on provisionne des factures à établir ou au contraire des produits constatés d'avance. L'identification de ces opérations de clôture, elle provient aussi, est-ce que la base de données elle est exhaustive? Est-ce que les NPEC qui sont remplis pour le bon montant? Est-ce que la facturation elle est correcte? Est-ce que le déversement de la facturation en comptabilité s'est fait correctement? Tout ça vient impacter ces opérations de clôture. Donc, le contrôle interne vient impacter le service comptable et ses opérations de clôture. Et nous, c'est cette absence d'anomalie dans ces opérations de clôture qui va nous permettre de certifier les comptes. Est-ce que le service comptable a obtenu toutes les informations dont il a besoin? Et puis, comment circulent les informations au sein d'entreprise? Sont-elles vérifiées? Par qui? À quel moment? Quels sont les outils de reporting que vous utilisez? Voilà, donc la place du contrôle interne dans la mise en œuvre de l'audit légal est centrale. Sur le contrôle interne, tout ne va pas être pertinent pour notre audit. Nous, on s'intéresse à l'information financière. Donc, certains contrôles que vous mettez en œuvre ne seront pas pertinents pour l'audit parce qu'ils ne concernent pas l'information financière, donc, entre guillemets, ne nous intéressent pas. Et les contrôles de l'entité qui sont pertinents pour l'audit s'ils contribuent à prévenir, détecter, corriger les anomalies significatives dans les comptes.
Bien sûr, on va mettre en place des tests de procédure. Une fois qu'on a pris en connaissance des procédures en place, on va venir réaliser des tests. Des tests pour vérifier la correcte application des procédures écrites. Il n'existe pas d'écart significatif entre celle qui nous a été décrite, que nous avons pu lire, et celle qui est appliquée. Et bien sûr, nous avons un regard critique sur ces procédures. On va venir s'assurer que la procédure en place est suffisante et appropriée afin de limiter le risque d'anomalies significatives dans les comptes. Les tests de procédure, nous pouvons les effectuer à n'importe quel moment au cours de notre mission. Ce n'est pas forcément au moment de la clôture des comptes. Par exemple, dans tous nos CFA où nous sommes commissaires aux comptes, on va venir échantillonner des contrats. On va avoir une méthode d'échantillonnage. On va vous demander une extraction de la base de données. À partir de la base de données, on va définir un échantillon. Et sur cet échantillon de contrat, on va faire différents types de contrôles. On va vérifier que tous les éléments indispensables sont bien dans l'outil de gestion, le CERFA, les conventions, les accords de prise en charge, que le montant qui est inscrit dans l'accord de prise en charge est correct avec la facturation, avec l'échéancier. On va venir vérifier que la base de données est exhaustive, la conformité des informations, et on va faire un raccordement entre la facturation et la comptabilité. On peut également faire un raccordement entre les informations que vous avez, vous, de votre côté, et les informations que les OPCO ont de leur côté, en faisant une extraction de votre portail sur le site de l'OPCO, par exemple. Lorsque nous avons fait ces tests de procédure, lorsque nous avons pris connaissance du contrôle interne, du dispositif de maîtrise des risques que vous avez mis en œuvre, on vient vous faire une restitution de nos travaux et on va parler de faiblesse du contrôle interne le cas échéant. Soit le contrôle qui est nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes est absent, ou alors il est présent, mais il y a une incapacité de ce contrôle à prévenir, détecter ou corriger les anomalies dans les comptes, soit du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement. Donc là, on va venir vous communiquer des faiblesses de contrôle interne qu'on détecte. Donc, on va parler de points faibles et bien sûr, vous faire des recommandations sur ces points faibles. Là, je vous ai mis un peu une capture d'écran de ce que nous pouvons recommander. Et vous voyez, on a également une colonne points forts où on indique ce qui, pour nous, est très pertinent dans votre organisation dispositif de maîtrise des risques et qu'il faut poursuivre. Voilà, on ne pointe pas le doigt que sur les points faibles. Je pense que je vous ai fait un bon panorama du contrôle interne du dispositif de maîtrise des risques. Il y a une partie assez théorique, mais qui est nécessaire, je pense, pour comprendre comment mettre en œuvre le contrôle interne. Et puis, c'est à vous de réfléchir dans vos organisations quels sont vos risques et comment les maîtriser. Voilà pour la fin de la présentation. Je mettrai à disposition le support, comme j'ai pu le faire pour les 2 précédents webinaires. Et le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible également en replay. À la fin du support, du coup, je vous ai mis mon contact et puis également le contact de Xavier Boutard, qui est notre directeur de pôle. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez dans le chat. Il nous reste 9 minutes à peu près si vous souhaitez poser des questions. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Dans ces cas-là, je vais vous remercier pour votre attention. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Et bonne journée et bon week-end à l'avance.